Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche 17 juillet 2024, au Kenya, le président William Ruto annonce des mesures visant à réduire le déficit budgétaire, ceci après avoir été obligé de retirer son projet de loi de finances qui augmentait sensiblement les taxes et qui a été fortement contesté par la population. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent la Confédération des États du Sahel et les trois pays annoncent qu'ils ne rejoindront pas la CEDEAO qu'ils ont quittée en janvier dernier. En Mauritanie, 3 personnes ont été tuées dans des violences post-électorales. L'opposition ne reconnaît pas la réélection du président Mohamed Ould Ghazouani. Bienvenue encore. Le président kenyan William Ruto s'est engagé vendredi à réduire les dépenses des montants total de 177 milliards de shillings, soit 1,39 milliard de dollars au cours de l'exercice budgétaire qui a débuté en juillet, après des semaines de manifestations à l'échelle nationale qui l'ont contraint à abandonner les hausses d'impôts prévues par le projet de loi de finances contesté. Le gouvernement augmentera également ses emprunts d'environ 169 milliards de shillings pour combler le déficit de 346 milliards de shillings créé par la décision de retirer le projet de loi de finances qui était à l'origine des manifestations. Les manifestations qui ont commencé pacifiquement avant de devenir violentes sont devenues la plus grande menace pour les 2 années de présidence de William Ruto. Les groupes de campagne ont documenté des centaines d'arrestations et au moins 39 morts liés à la réaction brutale du gouvernement, faisant craindre un recul des droits de l'homme dans le pays. William Ruto a déclaré dans un discours télévisé à la nation que le déficit budgétaire du Kenya était désormais projeté à 4,6% du produit intérieur brut pour l'exercice 2024-2025 contre une estimation antérieure à 3,3%. Parmi les mesures prises par son gouvernement pour réduire les dépenses, William Ruto a déclaré que 47 sociétés d'État seront dissoutes, que le nombre de conseillers au sein du gouvernement serait immédiatement réduit de 50% et que tous les déplacements non essentiels des responsables officiels seraient suspendus. Les lignes budgétaires et prévoyant le fonctionnement du bureau de la première dame, l'épouse du président, de l'épouse du vice-président et du premier secrétaire du gouvernement seront supprimées, a déclaré William Ruto, ajoutant que les fonctionnaires ayant atteint l'âge de départ à la retraite, soit 60 ans, seront priés de partir dans l'immédiat. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Public servants who attain the retirement age of 60 shall be required to immediately proceed on retirement with no extensions to their tenure of service whatsoever. The purchase of new motor vehicles by the government is suspended for 12 months, except for security agencies, while a new policy on transport for public officers will be developed. All non-essential travel by state and public officers is hereby suspended. The decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries
is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Similarly, the budget provisions for confidential budgets in various executive offices, including my own office, have been removed, and the budget for renovations across government reduced by 50%. Sur le chapitre des manifestations, justement, la police kenyane a déclaré avoir arrêté plus de 270 personnes se faisant passer pour des manifestants et soupçonnés de s'être livrés à des déchaînements criminels lors de rassemblements antigouvernementaux de mardi. Les manifestations de mardi ont commencé dans une atmosphère calme, mais ont ensuite dégénéré en violence avec des policiers tirant des gaz lacrymogènes sur des foules et jetant des pierres à Nairobi, et des scènes de pillage et de dégâts ont été signalés dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Les jeunes Kenyans de la génération Z ont lancé des manifestations le mois dernier contre le projet de loi de finances profondément impopulaire qui contenait une série de nouvelles taxes, ajoutant aux difficultés des personnes déjà confrontées à une crise du coût de la vie. La Commission nationale des droits de l'homme et du Kenya a déclaré lundi que 39 personnes avaient été tuées et 361 blessées au cours de 2 semaines de rassemblement et a condamné le recours à la force contre les manifestants, le qualifiant d'excessif et de disproportionné. Bien que le président William Ruto ait par la suite abandonné le projet de loi de finances, comme nous le disions tout à l'heure, les manifestants appellent désormais à sa démission dans le cadre d'une campagne plus large contre son régime sous le hashtag Ruto Must Go. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a dénoncé ce qu'il a qualifié d'orgie de violence, avertissant que le gouvernement prendrait des mesures contre toute personne se livrant à un chaos anarchique et un pillage cruel. Ce règne de terreur contre le peuple kényan et l'impunité des bandes criminelles et dangereuses doivent cesser à tout prix, a-t-il déclaré. Dans une interview télévisée dimanche, William Ruto a nié avoir du sang sur les mains après la mort des manifestants, mais ses appels au dialogue avec la jeunesse kenyane au sujet de leurs doléances n'ont pas apaisé les manifestations. Les autorités nigériennes ont accepté le principe d'avoir des négociations avec le gouvernement béninois sous la médiation de 2 anciens présidents béninois, justement pour rétablir les relations après le coup d'État de l'année dernière au Niger, qui a conduit à la fermeture de la frontière et à l'arrêt des oléoducs financés par la Chine. L'accord d'entamer des négociations fait suite à une réunion le 24 juin entre le chef militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et les anciens présidents béninois Thomas Boniayi et Nicéphore Soglo, selon un communiqué du gouvernement nigérien publié mardi dernier. Les autorités de 2 pays ont informé les médias mercredi qu'aucune date pour les négociations n'avait encore été fixée. Une résolution pourrait conduire à la reprise des exportations de pétrole vers la Chine via le pipeline soutenu par PetroChina. Le Niger a interrompu ses exportations de pétrole via l'oléoduc de 2000 km vers la côte béninoise à la mi-juin, dans un contexte d'escalade et de tensions frontalières. Les tensions remontent au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, qui a poussé la CEDEAO, l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest,
a imposé des sanctions au Niger pendant plus de 6 mois. Les relations entre le Niger et ses voisins sont tendues, le Niger accusant le Bénin d'héberger des insurgés visant à déstabiliser le pays, alors que le Bénin, justement, nie les accusations en question. En juin, le pipeline a été saboté par un groupe rebelle armé nigérien opposé au pouvoir putschiste, provoquant des dégâts mineurs. Le général Tiani a déclaré aux anciens présidents béninois qu'il était ouvert à un dialogue franc et a accepté leurs propositions visant à désamorcer les tensions selon le communiqué de mardi. Il a accepté le principe de former une commission composée des représentants du gouvernement du Niger, du gouvernement du Bénin et de 2 anciens chefs d'État béninois en visite, indiquait le communiqué en question. Les anciens dirigeants ont tenu lundi une réunion de suivi avec le président béninois Patrice Talon. Le président et ses prédécesseurs sont convenus de la nécessité de rétablir le dialogue, comme convenu par toutes les parties, ont-ils déclaré dans un communiqué distinct. Dans l'entretemps, les dirigeants du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont exclu samedi le retour au sein de la CEDEAO, cette organisation économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, dont la division pourrait compromettre davantage les efforts régionaux visant à annuler les coups d'État et à freiner la violence qui se propage dans cette région. Les présidents des 3 pays l'ont annoncé lors de leur premier sommet à Niamey, la capitale du Niger. Les 3 chefs d'État ont accusé la CEDEAO d'avoir failli en son mandat et se sont engagés à consolider leur union en créant une confédération des États du Sahel. Écoutons justement à ce propos le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui parle de la vision commune des 3 pays. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite cette chaîne-là. Nous avons refusé et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour l'attaque communicationnelle, la manipulation, la désinformation manipulée. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font, cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang
pour quiconque osera s'attaquer à nos États. La Turquie a entamé des négociations entre la Somalie et l'Éthiopie sur un accord portuaire signé par Addis Abeba avec la région séparatiste du Somaliland au début de cette année, selon 4 responsables proches du dossier. Ces négociations constituent la dernière tentative visant à rétablir les relations diplomatiques entre les voisins d'Afrique de l'Est, dont les relations se sont détériorées en janvier lorsque l'Éthiopie a accepté de louer 20 km de côte au Somaliland en échange de la reconnaissance de son indépendance. Mogadiscio a qualifié l'accord d'illégal et a riposté en expulsant l'ambassadeur éthiopien et en menaçant d'expulser des milliers de soldats éthiopiens stationnés dans le pays et qui aidaient jusqu'alors à combattre les insurgés islamistes. La Turquie est devenue un proche allié du gouvernement somalien depuis la première visite du président Recep Erdogan à Mogadiscio en 2011 pour former ses forces de sécurité et fournir une aide au développement. Les deux pays ont signé en février un accord de défense au terme duquel Ankara fournira un soutien en matière de sécurité maritime à la Somalie pour aider ce pays africain à défendre ses eaux territoriales. La Turquie a construit des écoles, des hôpitaux et des infrastructures et a fourni des bourses aux Somaliens pour qu'ils puissent étudier en Turquie. Et en retour, elle a pris pied en Afrique et sur une importante route maritime mondiale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé un nouveau gouvernement dimanche soir, après que son Congrès national africain, l'ANC, l'ancien principal parti d'opposition, et 9 autres partis se sont mis d'accord sur la composition d'un gouvernement de coalition après des semaines de discussion. Le parti de Cyril Ramaphosa a conservé la plus grande partie des postes ministériels puisque le président a nommé des responsables de l'ANC à 20 postes, à 20 des 32 postes ministériels de la nouvelle coalition. Mais il y a 6 ministres de l'Alliance démocratique, autrefois principale opposition et critique la plus féroce de l'ANC, et Cyril Ramaphosa a réparti les postes ministériels restants entre certains des plus petits partis. L'annonce par Cyril Ramaphosa de son nouveau gouvernement multipartite intervient un mois après que l'ANC a perdu sa majorité politique de 30 ans sur le pays lors d'élections nationales, l'obligeant à rechercher des partenaires de coalition. La part des voix de l'ANC a chuté à 40% lors du vote du 29 mai et a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir à la fin du système d'apartheid en 1994. L'Alliance démocratique est arrivée en deuxième position avec 21% des voix. D'autres partis ont également rejoint ce que l'ANC appelle désormais un gouvernement d'unité nationale, ouvert à certains des 18 partis représentés au Parlement sud-africain. D'autres, pourtant, ont refusé d'y participer. La coalition de partage de pouvoir est sans précédent pour l'Afrique du Sud. Le pays a brièvement eu un gouvernement de coalition à la fin de l'apartheid, mais dans des circonstances différentes. L'ANC détenait alors une nette majorité après les premières élections multiraciales, mais le nouveau président Nelson Mandela en a invité d'autres dans son gouvernement dans un acte de réconciliation nationale. Cette fois, l'ANC avait besoin de l'aide des législateurs de l'Alliance démocratique et d'autres partis pour réélire Cyril Ramaphosa pour un second mandat à la présidence de la République. Bien que la coalition compte 11 partis, l'ANC et l'Alliance démocratique sont les deux principaux acteurs. Les pourparlers entre eux ont été tendus et longs, et l'Alliance démocratique aurait été sur le point de renoncer à l'accord de partage du pouvoir
jusqu'à une réunion entre Cyril Ramaphosa lui-même et le chef de l'Alliance démocratique, John Steenhuisen. Les soldats ont été condamnés à mort par un tribunal militaire en République démocratique du Congo pour avoir fui les combats contre les rebelles du M23 et pour vol, ont déclaré jeudi leur avocat et un porte-parole de l'armée. Le tribunal militaire de Butembo, province du Nord Kivu, a prononcé mercredi les condamnations jugeant les accusés coupables de fuite devant l'ennemi, de dissipation de munitions de guerre et de violation des ordres. Je les déclare coupables et je les condamne chacun à mort, a déclaré le colonel Kabeya Anou, président du tribunal militaire. Le tribunal a été créé à proximité du lieu des récents affrontements entre l'armée congolaise et les combattants du M23 dans le but de décourager les soldats de fuir la ligne de front. Au total, 31 accusés, dont 27 soldats et 4 de leurs épouses civiles, ont comparu devant le tribunal militaire au cours de ce procès d'une journée, a déclaré Jules Monvreko, l'un des avocats de la défense. Les 4 femmes ont été acquittées, tandis qu'un soldat a été condamné à 10 ans de prison pour vol qualifié. Début mai, 8 militaires congolais, dont 5 officiers, ont été condamnés à mort à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, pour lâcheté et fuite de l'ennemi. Moïse Andi, un militant des droits humains, a souligné que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a levé que très récemment le moratoire sur la peine de mort en vigueur depuis 2003. Nous risquons d'arriver au point où de nombreux militaires seront candidats à ce verdict au lieu d'améliorer notre appareil de sécurité. Ce type de décision affaiblira de plus en plus nos militaires et suscitera davantage de peur parmi ceux qui sont sur toutes les lignes de front, a déclaré Andi. Des affrontements en Mauritanie entre les forces de sécurité et les manifestants protestants contre la réélection du président Mohamed Ould Ghazouani ont fait 3 morts, ont annoncé mardi les autorités, et nombre indéterminé de personnes ont été blessées. À la suite des affrontements, l'accès à l'Internet mobile a été bloqué mardi, les autorités s'étant engagées à arrêter les responsables de ces violences. Les manifestations ont éclaté lundi soir dans certaines parties de ce pays du nord-ouest de l'Afrique, après que Mohamed Ghazouani a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Son principal rival, Biram Da Abein, un célèbre militant anti-esclavagiste, a rejeté le résultat et affirmé qu'il était falsifié. Les autorités ont déclaré que les forces de sécurité de la ville méridionale de Kayedi, la plus grande ville du pays et un bastion de l'opposition avec une écrasante majorité noire, ont affronté les manifestants, a indiqué le ministère de l'Intérieur, et que plusieurs arrestations ont eu lieu. Le ministère n'a pas précisé l'identité des 3 personnes tuées dans les violences, ni donné de détails sur les circonstances de leur mort. Des manifestations ont également éclaté dans les villes de Nouadhibou, Rosso Zouairat et Bogué, également fiettes de l'opposition d'Abeid. Suivons pour plus de détails ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. L'annonce de la mort de 3 personnes dans le sud de la Mauritanie fait réagir jusqu'à Nouakchott, la capitale. Le ministère de l'Intérieur n'a fourni aucune précision sur les circonstances de ces décès, si ce n'est que 2 d'entre eux ont eu lieu en détention, le 3e plus tard à l'hôpital. Il affirme que des émeutes, actes de pillage et de vandalisme ont embrasé la ville de Kayedi dans la nuit de lundi à mardi, obligeant les forces de l'ordre à arrêter des groupes d'émeutiers, parmi lesquels les 3 personnes décédées.
Le ministère de l'Intérieur promet une enquête et présente ses condoléances aux familles des victimes. Insuffisant pour l'opposant Biramda Abeid, militant des droits humains et donné deuxième à la présidentielle de samedi. Il dénonce de nombreuses arrestations brutales partout dans le pays, de jeunes manifestant pacifiquement contre la victoire annoncée du président sortant aux élections. Je vous dis aux jeunes, à tous les Mauritaniens, de rester debout, de rester vigilants, de rester mobilisés, de rester solidaires, solidaires avec les morts, solidaires avec les détenus, solidaires contre la fraude. Rester debout et manifester pacifiquement. Ils ne peuvent résoudre la crise que par un dialogue entre nous et eux. Un dialogue serein et nous sommes prêts et nous leur tendons la main pour le dialogue. Selon des sources policières, des troubles ont bien eu lieu lundi soir à Nouakchott et à Nouadhibou dans le nord, à la suite de l'annonce des résultats finaux provisoires donnant à Mohamed Ould Ghazouani une large victoire dès le premier tour. Lui a promis d'être le président de tous les Mauritaniens si ces résultats étaient confirmés. Je m'engage à poursuivre la politique de la main tendue et l'approche d'apaisement, de concertation et de dialogue avec tous les acteurs politiques pour servir les intérêts suprêmes de la nation et conformément aux exigences et au contenu de mon programme sociétal approuvé par le peuple mauritanien. Le calme règne depuis à Nouakchott, mais l'Internet mobile reste coupé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 7 juillet 2024. Je vous en rappelle les titres principaux. Au Kenya, le président William Ruto annonce des mesures visant à réduire le déficit budgétaire, ceci après avoir retiré le projet de loi des finances qui augmentait sensiblement les taxes et qui était fortement contesté dans la rue par les manifestants. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent la Confédération des États du Sahel. Les trois États projettent l'idée de retour au sein de la CEDEAO. En Mauritanie, 3 personnes ont été tuées dans les violences post-électorales. L'opposition ne reconnaît pas la réélection du président Mohamed Ould Ghazouani. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche, 7 juillet 2024. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche 14 juillet 2024. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Au revoir.